On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans ses rêves, l'ex-député fédéral de Saint-Jean, Claude Bachand, voulait bâtir le triangle de l'excellence avec Saint-Jean, Plattsburgh et Burlington. Tu es en train de revivre ça avec l'Alliance française de la région du Lac-Champlain. On reçoit son président dans quelques instants. Mais d'abord, lui, il est jeune, fougueux, il aime l'immobilier. Il vient de se porter acquéreur d'une grosse bâtisse dans le centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Importante transaction immobilière dans le vieux Saint-Jean, donc de nouveaux acquéreurs pour Place Héritage. Qu'est-ce que c'est? C'est le centre de la rue Richelieu, où il y a entre autres la station de radio Boom. Il y a aussi le Canada français qui est logé à l'arrière. Il y a aussi l'ancien building du Canada français qui était le 84 rue Richelieu. Vous voyez un peu l'ensemble dont on parle. Avec nous pour en parler, l'un des propriétaires, Jean-François Tremblay. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et félicitations. Bien, merci beaucoup. Un gros projet? Un très gros projet. Pourquoi ce bâtiment-là, au juste? Écoute, il y a de ça peut-être un an, jour pour jour, on a commencé des discussions avec le propriétaire, les propriétaires qui étaient à ce temps-là, la famille Paradis. Il était à vendre. Il cherchait à avoir un acquéreur. C'est un emplacement qui était difficile à vendre par le fait qu'il était vide, c'est à moitié vide, et aussi par le contexte. C'est une bâtisse qui nécessitait beaucoup d'optimisation, beaucoup de rénovation. Donc, c'est pas n'importe quel acquéreur qui est capable d'allier la force de location et la capacité de rénover. Mais pourquoi toi, tu avais de l'intérêt pour ça? Tu es dans l'immobilier, évidemment, depuis plusieurs années. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça t'intéresse? Bien, ça a été... il y a eu un momentum qui est arrivé à Saint-Jean. Moi, je n'ai pas investi mon argent à Saint-Jean jusqu'à tout récemment, où que... c'est une conjoncture. C'est arrivé une chose après l'autre, où que... Quand j'ai entendu que c'était à vendre, commençais à parler avec le propriétaire, au début, je me disais, je vais-tu l'acheter, la flipper, je vais-tu la garder? Et puis, le contexte politique a changé à Saint-Jean. C'était une des raisons pour laquelle que des promoteurs d'importance comme nous autres, on n'investissait pas principalement à Saint-Jean parce que le contexte n'était pas favorable à avoir jusqu'à de la clientèle. Tu sais, de dire, hey, on va installer des entreprises parce que nous autres, on est des locaux commerciaux de type bureau. Fait que nécessairement, nos clients, c'est des entreprises qui veulent s'établir à Saint-Jean. Puis quand le contexte politique n'est pas favorable, qui n'est pas viable... Ça repousse les investisseurs. Bien, le gars, il dit, hey, moi, regarde, premièrement, ça repoussait les acheteurs potentiels pour un immeuble de même. Puis deuxièmement, ça repoussait aussi les entreprises qui voulaient s'établir à Saint-Jean puis faire des affaires à Saint-Jean. Tu disais d'ailleurs dans un mot que tu as publié sur Facebook, tu dis, bon, ben tu salues la famille Paradis, évidemment, Oui. qui t'a accompagné là-dedans. Qui m'a vraiment donné... ouvert la porte à cette belle transaction-là, oui. à cette transaction-là, mais tu soulignes, bon, l'arrivée de Mme Bouchard à la mairie, l'arrivée de Daniel Dubois à la direction générale de la ville, bref. Donc, tu dis, ce contexte-là t'a convaincu de faire la transaction. Bien, en fait, depuis des années, j'ai commencé à travailler dans un secteur de Saint-Jean que je veux revitaliser. Et puis... un jour, les élections sont arrivées. La mairesse a nommé, par le contexte, un nouveau directeur général que j'ai eu la chance de rencontrer. Moi, je suis né à Saint-Jean, j'ai grandi à Saint-Jean, mes sièges sociaux ont été à Saint-Jean. Puis j'ai tout le temps fait des affaires à l'extérieur parce qu'on n'avait pas d'écoute à la ville. Il n'y avait pas de bon sens, c'était des guerres internes. On voyait aussi que peut-être le haut fonctionnariat était peut-être un peu gangréné dans le temps. Il y avait peut-être leur façon de faire, peu importe. Qu'est-ce qui était établi, c'était leurs affaires. Mais il n'y avait pas de place à de la nouveauté, ça, c'est clair. Et puis, à un moment donné, j'ai rencontré la direction générale pour d'autres projets. Et puis, Mme Bouchard aussi. Puis, j'ai été convaincu par le fait que cette nouvelle ère-là, on sent vraiment actuellement qu'il y a une volonté de changement. Puis c'est pas juste une volonté de changement, il y a un changement. Ça s'applique à tous les jours, on le voit. Est-ce que la revitalisation du centre-ville qui est entamée depuis plusieurs années, on a refait l'entrée nord, on a refait l'entrée sud, on a refait le pont, on a refait la section là-bas de la rue Richelieu. Dans 2 ans, ça va être ici. Puis on voit comment c'est beau de l'autre côté. Est-ce que ça aussi, ça vient un peu dans cet esprit-là? Puis en avant de ton building, il y a aussi des bâtiments, il y a des condos. Là? Bien, écoute, en ce moment, on ne parlera pas du contexte économique parce qu'on est dans le pire moment d'un cycle pour acheter un immeuble de ce type-là. Mais bon, au niveau du contexte vraiment urbaniste, on est vraiment dans la remontée de la vague. Tu sais, je veux dire, en avant, on n'est plus à trouver un promoteur. Il y a un gars qui est en train de faire des condos. Sur le côté, où il y avait le bouffe et frisson,
ça va être fait, ça va être réglé. En arrière, un 80 logements qui s'en vient là. Les gros travaux, il en reste à venir, en espérant que ça soit mieux géré que ce qui a été fait. Mais il en reste à venir, mais la majorité était faite. Fait que oui, effectivement, pour moi, c'est un moment favorable pour dire « Hey, c'est le temps d'y aller. » Le contexte, il est là pour le faire. Bon, on parlait tantôt de la mairesse, on parlait du directeur général, la conseillère du centre-ville aussi, Mélanie Dufresne, semble t'avoir motivé, disons. Ça a été... je peux pas passer à côté du fait que Mélanie fait de la politique pour les bonnes raisons. Puis je la vois souvent se débattre puis travailler. Tu sais, il faut pas oublier que les conseillers municipaux, là, dans une ville comme Saint-Jean, font 30 quelques mille. Pour mettre autant d'heures là-dedans, là, Mélanie, elle a un autre job en dehors. La majorité des conseillers ont des jobs en dehors. Ils mettent beaucoup d'heures. Si on divise le nombre d'heures par le... Fait que souvent, oui, ça a été des effets en motivation, puis aussi de dire, écoute, il y a du nouveau qui s'en vient, mais laisser un peu attendre à ce que ce nouveau-là arrive. Puis là, quand c'est arrivé, bien, c'est grâce à elle parce que j'aurais choqué. Ce bâtiment-là a beaucoup d'histoire. Le bâtiment d'origine date de 1885, Tout à fait. à peu près. Déjà abrité des concessions automobiles. La famille Derry, d'ailleurs. Entre autres, Derry Automobile, qui était sur le coin, suivi du Vanout. Et là, c'est la radio avec la Chambre de commerce sur le coin aujourd'hui. Le Conseil économique en haut. Et le Conseil économique en haut, puis il y a d'autres locataires, la fédéral. députée, NextDev. Nos bureaux s'en vont. Vos bureaux, Espace Moïco, bref, il y a d'autres locataires, Chambre de commerce. Mais actuellement, il y a quoi? 50-60 des locaux qui sont quand même libres et disponibles? En fait, on a exactement... Je pense que c'est 41 des locaux qui sont vides. Et qui vont être revitalisés pour être loués. Bon. Mais on a déjà une partie de loués. Là. On ne peut pas en nommer ici, mais il y a des pourparlers avec du monde. Okay. Comment tu vois l'avenir de ce bâtiment-là? Quel type de locataire veux-tu dans la vieille partie du building? Je ne parle pas de l'ancien Canada français, là. Je parle du 100 rue Richelieu. Qu'est-ce que tu vois comme avenir là-dedans? Quand j'ai commencé cette transaction-là, j'ai eu un an de transaction tout et partout. J'ai réalisé à quel point que c'était une partie du cœur du centre-ville. Les gens sont attachés à cet immeuble-là parce qu'ils connaissent le Canada français. On avait un petit monsieur là, qui était au coin de la rue là, avec son journal, tu pouvais arrêter, puis tu le quittes. Puis c'est une des raisons, d'ailleurs, pourquoi je ne l'ai pas flippé, que j'ai décidé de la faire puis de mettre mon temps et mon énergie là, parce que c'est ça, ma grosse investissement, c'est de l'énergie. Cet immeuble-là, c'est un immeuble important pour Saint-Jean. Mon travail puis notre idée, parce que je suis pas tout seul là-dedans, j'ai mon partenaire, j'ai des collègues qui travaillent avec nous autres, c'est de la remettre sur la traque, puis qu'on y fasse faire une run d'encore peut-être un 50 ans. C'est le but, là, c'est de la remettre à sa place. On va avoir des locataires professionnels, des bureaux d'avocats, des bureaux de fiscalistes, des bureaux de notaires. On travaille avec des intervenants pour avoir probablement des organismes économiques qui pourraient venir vivre à travers ça. C'est un pôle d'intérêt important pour la ville. Je vais te poser une question qui est peut-être un peu balle courbe, mais je la pose quand même. Post-pandémie, à l'ère du télétravail, ce qui n'est pas hasardeux d'avoir un bâtiment dans lequel on a des pieds carrés à louer pour des bureaux alors que le monde travaille à la maison? C'est pas hasardeux, c'est ambitieux. Non, mais c'est une réalité. Tout à fait. Puis il faut comparer le contexte des bâtiments commerciaux versus le résidentiel, c'est deux games. Ouais. C'est une game... Et avant puis après la pandémie aussi. Ouais. Puis d'ailleurs, c'est ce qui a fait une portion aussi de l'opportunité que j'ai eue de l'acheter. Il faut comprendre que maintenant, nos locataires cherchent du pied carré aménagé adéquatement. Fait que ce qu'ils veulent, les locataires, là, c'est que ça soit beau, que ça soit viable, que ça se fasse bon vivre. Les gens ont vécu le télétravail, mais ils ont aussi vécu le downside. Les entreprises ils ont le côté bad du télétravail, c'est que des fois, l'employé est peut-être moins productif chez eux que versus l'énergie qui peut se développer dans un bureau. Puis l'employé aussi, il veut aller voir ses collègues. T'sais, ils ne veulent plus être en cabané. Mais les bureaux, l'aide des bureaux maintenant, ce qu'on se fait demander, c'est rétention de la clientèle, rétention des employés. Il faut que ça soit beau, il faut qu'il y ait des aires communes intéressantes. C'est ça qu'on va amener. Bon. On a cette capacité-là aussi, que ça soit beau. T'sais, on n'est plus à l'ère des bureaux, là, division en blanc, des murs, pas de fenêtre. On est à l'ère qu'il faut que ça soit ouvert, que ça soit beau, ça respire. Il y a comme deux buildings en un. Il y a le 100 rue Richelieu, Place Héritage, et il y a l'ancien Canada français qui avait été reconstruit après l'incendie de 87. Qui est le 84 Richelieu. Ouais. Là, plusieurs me disent, bien, les gars, ils ont pour projet de garder du commercial en bas.
peut-être même ramener le journal en bas, puis faire probablement des condos aux étages 2, 3 et 4. Est-ce que c'est ça le projet? Ça n'arrivera jamais. Non? Pourquoi? Et ça n'arrivera jamais parce que la qualité de condo qui est construit en face dessert bien la clientèle. Ah, ouais. Puis je trouve ça très ambitieux d'ailleurs de faire ça parce que dans le contexte qu'on est actuellement avec les taux d'intérêt, ça peut avoir affecté les ventes. Nous, on va garder du début à la fin la bâtisse commercial. en commercial. Ah, ouais? Mais as-tu déjà pensé faire du condo là-dedans? Tout à fait. Puis c'est pour ça que cette rumeur-là a parti, parce que dans les specs qu'on a établis, à la famille Paradis d'ailleurs, il était éventuellement possible de faire du condo. Puis on a arrêté cela parce qu'on s'est dit, il faut ramener des travailleurs dans le centre-ville. Puis ça, c'est moi, parce qu'il faut comprendre, mon partenaire est montréalais, il ne vit pas ce contexte-là. Un moment donné, j'ai compris dans quelle main je m'étais mis à la trappe de la ville. C'est pas une bâtisse ordinaire, l'héritage. C'est une bâtisse qu'on touche une corde sensible. Oui, effectivement. Mais la partie Canada français est quand même plus récente, forcément. Les deux parties, en fait, du côté de l'héritage, si on peut l'appeler de même, là, ça a été rénové en 90. C'est ça nécessite un revampage. Mais dans les faits, les deux côtés ont de l'allure puis nécessitent d'être revampés. Ceci dit, ça prend des locataires de qualité, puis il faut engendrer aussi une vie. On veut faire... on a un projet de restaurant, on a un projet de terrasse sur le toit, on a des projets pour être capable d'amener du dynamisme dans l'immeuble. Bon, et puis, tu disais tantôt, je ne suis pas tout seul là-dedans, ton partenaire Vincent Dubreuil-Hubert, c'est bien ça? Exactement. Là, vous êtes deux dans la transaction, mais en même temps, vous avez eu l'aide de Guy Baillargeon aussi. Oui, bien, Guy, en fait, travaille pour nous autres depuis... moi, je travaille avec Guy depuis 10 ans, mais il travaille maintenant dans Common Capital officiellement depuis janvier, c'est ça? Depuis janvier cette année. Okay. Fait que, puis c'était notre VP aux affaires juridiques. Fait qu'il manœuvre toutes les transactions du groupe parce que c'est pas nos seules détentions. On a d'autres à Montréal, on a d'autres ailleurs. On fait aussi des investissements dans des parcs, on fait toutes sortes de choses. Okay. Qui est ton partenaire, Vincent? Vincent Dubreuil-Hubert. C'est un gars que j'ai rencontré quand j'ai fait la manifestation contre la mairesse Plante. C'était le trésorier de ma manifestation que j'avais ramené Faskin, Martineau, j'avais ramené... les Raymond Joyal, les plus gros évaluateurs à Montréal, puis on combattait la réglementation de la mairesse Plante, puis lui, c'était le secrétaire trésorier. OK, vous êtes rencontrés. J'avais besoin de quelqu'un qui était plus en opération, puis Vincent, il a un background d'ingénieur, puis ça contrebalance très bien avec ma personnalité. Et là, votre parc immobilier, il ressemble à quoi aujourd'hui? Bien, en fait, on a des terrains en ce moment qu'on a acquis. On a un 15 000 pieds de commercial Prime Spot à Montréal, au coin de Crémazie, sur Crémazie, excuse-moi. On a du terrain pour faire un autre 18 000 pieds de résidentiel à Montréal, haut de gamme. On a des coins de rue sur le plateau Mont-Royal. Puis on a un terrain pour un 1000 portes. C'est ça qui est... On est beaucoup dans le développement. Qu'est-ce qui te passionne dans l'immobilier? C'est le fait de commencer quelque chose puis de le voir réaliser à la fin. Fait que c'est l'accomplissement du début à la fin. Je pense que je suis un amateur de base du bâtiment. Pour le vendre ou le garder? J'ai fait ma carrière dans les flips. Ça, c'est une belle balle coupe. Et puis, vois-tu, depuis 2 ans, j'ai pris une tangente, puis c'est pour ça que j'ai arrêté mon école d'enseignement des flips, parce que en ce moment, avec la crise du logement, on va se recentrer vers une solution là-dessus. Okay. On s'en vient avec un projet là-dedans. Jean-François Tremblay, merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, je te laisse le terme pour l'émission de cette semaine. Est-ce que c'est un revers, un passing, un coup droit, un smash? On va en parler avec la nouvelle directrice générale de l'Omnium Banque Nationale, Valérie Tétrault, qui est avec nous. Un as? Manquez pas de penser. On a de la grande visite aujourd'hui en studio, le président de l'Alliance française de la région du Lac-Champlain qui est en visite parmi nous, mais d'ailleurs accompagné de quelqu'un que vous voyez souvent ici à l'antenne, M. Roger Léger. M. Léger, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Accompagné donc de Dana Baron, qui est ce président de l'Alliance française de la région du Lac-Champlain. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à vous. Bon, M. Léger, je vais parler fort parce que je sais qu'il y a un petit problème d'audition. Expliquez-nous pourquoi monsieur ici est en visite aujourd'hui. C'était pour essayer d'informer la population dans la région ici de ce que l'Alliance fait depuis 20 ans, depuis la fondation de l'Alliance de la région du Lac-Champlain en 1998.
j'avais assisté à l'Assemblée de fondation. J'étais membre du conseil d'administration pendant une dizaine d'années. Et c'était pour relater toutes les activités de francisation qui se font dans la région, Burlington, Plattsburgh et toute la grande région de Lac-Champlain. Alors, il y a beaucoup de choses qui s'est faites. Au début, en 1998, l'Alliance a été fondée avec les objectifs qu'ils ont partout aux États-Unis. C'est très fort, l'Alliance française aux États-Unis, très, très fort. Alors, c'est pour cela que je voulais simplement informer la population en invitant le président à venir vous relater un peu ce qui se fait depuis 20 ans. C'est tout ce qu'ils ont réalisé dans la politique de francisation à côté de chez nous. Moi, je suis intéressé par les activités francophones et je voulais simplement que Saint-Jean-sur-Richelieu soit relié avec la grande région. Ouais. Par exemple, si on pouvait avoir des jumelages entre Saint-Jean et Burlington et Plattsburgh, il me semble que ça nous rapprochait. On a 3 villes, là. Puis regardez au-delà de nos frontières, on est trop restreint au Québec un peu, je trouve. Moi, j'aime ça, Monsieur Baron, expliquez-nous un peu, qu'est-ce que c'est que cette Alliance française de la région du Lac-Champlain? Monsieur Léger dit que ça fait une vingtaine d'années que ça a été créé. Quelles sont les raisons pour lesquelles l'Alliance s'est-elle créée il y a 20 ans? Okay. Premièrement, l'Alliance française, notre Alliance française, est parmi les alliances françaises partout dans le monde. Et notre alliance, tous les alliances soutiennent la culture et la langue française partout dans le monde. Et notre but, notre raison d'être, c'est de soutien, de promouvoir la langue française et la culture française parmi nous dans notre région. Et nous avons des classes et des activités, des classes en français, des activités pour les francophones, pour les anglophones qui veulent être francophones. Et alors, c'est notre raison d'être. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent encore le français dans la région du Lac-Champlain, donc notamment dans l'État de New York et le Vermont? Je ne sais pas en New York, mais en Vermont, il y a assez de gens, pas mal de gens qui parlent français. Et plusieurs francophones sont membres de notre alliance. Et il y a des gens qui veulent apprendre la langue, qui prennent des classes avec nous. Ah ouais. Et j'ai pris des classes moi-même pour apprendre la langue. Alors, je sais pas combien, mais j'espère qu'il y a plus avec notre effort d'alliance francophone chez nous. Vous êtes combien de membres actifs, notamment dans le Vermont? Là? À peu près 200. Ah, 200? Ça augmente maintenant. La pandémie, c'était pas un ami pour nous, la pandémie, mais maintenant, après la pandémie, avec les activités continuent et augmentent maintenant. Alors, l'augmentation des membres continue chaque année. Bon, d'où vient cet amour du français ou ce français probablement de vos ancêtres? Parce qu'on n'a qu'à aller se balader dans la région du Lac-Champlain, avoir des noms d'affiches à consonance, des noms de famille francophones. Mm-hmm. Vous-même, votre nom de famille est Baron. Oui. Et on a des barons ici même au Québec. Donc, expliquez-nous un peu l'historique derrière la présence du français. Oui, je crois que c'est beaucoup des Québécois, Québécoises et sont déménagés chez nous aux États-Unis depuis le 20e siècle et ça continue. Et je crois que pour moi, mon père a parlé français quand il était jeune, mais il a perdu la langue. Et pour moi, c'était un effort de renaître la langue dans ma famille. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses comme moi, qui viennent des anciennes familles québécoises ou francophones et veulent renaître la langue chez eux. Donc, votre père parlait le français? Quand il était jeune, okay. Mais il a perdu la langue. Chez ma grand-mère, tout le monde a parlé français. Et vous l'avez appris comment? J'ai appris moi-même partout. J'ai suivi l'école. J'ai pris
programmes d'immersion en Québec, en Trois-Pistoles. Oui, et je crois qu'il y a des gens comme moi qui veulent apprendre la langue. Pourquoi c'est important de maintenir et de perdurer cette francisation, alors qu'évidemment, 99 de votre vie se fait en anglais, je présume. Mais pourquoi c'est important de perdurer le français dans le temps chez vous? Chez moi, il y a deux raisons pour moi pourquoi j'ai eu l'envie d'apprendre la langue. La première, parce que j'ai suivi un peu la généalogie de mes ancêtres qui viennent de l'île d'Orléans. J'ai su que mes ancêtres viennent de Normandie et j'ai voulu y aller pour apprendre plus. Alors, j'ai su que pour le faire, il faudra parler français. Et là, c'est pourquoi je l'ai appris. Mais aussi, je sens bien que tout le monde, tous les Américains s'attendent que le monde parle anglais, même dans les pays étrangers. Mais j'ai voulu être un peu différent que cela. Je comprends. Mais au fond, on a les mêmes... On a des ancêtres qui viennent du même endroit. Quand je remonte mon propre arbre généalogique, je remonte également en Normandie. Donc, c'est là où on voit qu'au final, on se ressemble beaucoup plus qu'on pense, là. C'est un fait, là. Oui. Je crois que beaucoup de Québécois, les familles québécoises, viennent de Normandie. Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Monsieur Léger, on s'en est déjà parlé dans le passé, mais pour vous, c'est important que les Français tissent des liens, qu'ils soient de la Louisiane, du Vermont, du Nouveau-Brunswick, ceux du Québec. Pour vous, c'est important de garder les liens. De faire des liens, tout simplement. Et oui, au recensement américain de 1990, il y avait 13 millions et quelques centaines de populations qui étaient d'origine francophone. Il y a, dans la région de la Nouvelle-Angleterre, il y en a à peu près 2 250 000 à peu près. Ça fait longtemps que je suis en relation avec les gens de la Louisiane, de l'Acadie. On est 20 millions de personnes en Amérique du Nord qui sont dites d'origine francophone. Mais il y en a seulement 10 millions qui parlent français à la maison. Aux États-Unis, en 90, il y avait 1 700 000 personnes qui parlaient le français à la maison, sur les 13 millions. Donc, ils sont intégrés partout, en Louisiane, en Texas. Il y a un journal francophone, un hebdomadaire, je pense, francophone à San Francisco. Donc, pour moi, c'était seulement de connaître l'Amérique. L'Amérique m'appartient aussi. Ouais. C'est seulement d'être en relation. Et en 2019, on avait organisé les rencontres francophones entre amis. C'est vraiment le plaisir de se connaître, de prendre un repas ensemble dans la vie. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a d'autre de plus intéressant que ça, de développer. Ouais. Même Héraclite Épicure avait créé la Société des amis. C'est une vieille idée. M. Baron, est-ce que vous venez souvent au Québec, à Montréal, à Saint-Jean? Pas du tout assez souvent. Avant la pandémie, bien sûr, mais quand la frontière était fermée, c'était difficile, impossible de venir ici. Et maintenant, j'espère que ça va changer. J'aime bien aller à Montréal, mais on verra maintenant. Qu'est-ce que vous aimez quand vous venez ici au Québec, que ce soit à Montréal ou à Saint-Jean? Qu'est-ce que vous aimez quand vous traversez la frontière? J'aime bien entendre et parler français. J'aime bien la culture. J'aime bien, surtout à Montréal, il y a beaucoup de culture, la musique, les musées, le théâtre. Ma femme ne parle pas français, alors il faut chercher des choses en anglais, mais quand même, pour moi, c'est bien d'avoir une occasion. Mais pour les gens de Saint-Jean, Plattsburgh et Burlington, ça fait partie un peu de notre ADN, parce que plusieurs Québécois vont faire des arrêts à la fin de semaine à Plattsburgh ou à Burlington. Ou si je me rappelle moi-même un peu plus loin, quand on allait en Nouvelle-Angleterre, ma mère arrêtait dans le Rhode Island et dans le Connecticut voir des cousins.
Puis je parle pas de 3 générations, là. Ma propre mère avait des cousins francophones qui, malheureusement, commençaient à perdre un peu la langue en raison de l'assimilation, mais on arrêtait dans le Connecticut et le Rhode Island parce que ma mère avait des cousins et des cousines. Donc, c'est là où on voit que, je le disais tantôt, mais il y a beaucoup plus de ressemblances qu'on peut le penser entre nos 2 peuples. Oui, c'est vrai. Et j'aime bien que maintenant, la frontière est ouverte. Oui, c'est plus facile. Beaucoup plus arrivent chez nous. En terminant, quelles sont les activités que vous tenez avec l'Alliance au Vermont? Maintenant, nous avons plus depuis la pandémie, mais maintenant, nous avons une présentation de pause déjeuner où nous invitons quelqu'un de parler de nous sur Zoom, bien sûr, de n'importe quel sujet, de midi jusqu'à 11 heures. Nous avons des classes, des cours en français, mais maintenant, nous projetons d'offrir une course pour les gens qui travaillent dans les entreprises de centre-ville pour mieux accueillir des francophones chez nous. Ça se passera, j'espère, en avril, juste avant l'été. Des petits mots pour accueillir des francophones. Et nous avons des activités sociaux, groupes de conversation, etc. Bien, M. Baron, merci beaucoup. Merci à vous. D'être venu nous visiter à Saint-Jean-sur-Richelieu. M. Léger, et merci d'avoir fait le lien avec M. Baron. Très content de savoir et de présenter à l'auditoire, évidemment, que l'Alliance existe et qu'elle est en santé et qu'il y a des gens qui s'en occupent. Merci beaucoup. Il faut qu'il y ait des suites. Merci. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Encore quelques jours pour inscrire vos bons coups culturels en prévision du gala SR organisé par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, appel de candidature jusqu'au 27 novembre. Allez tout simplement sur maculture.ca. À demain.